Chers confrères, chères consoeurs, honorable assistance, bonjour. Je tiens avant tout à remercier les organisateurs donc, de m'avoir convié donc, à ces journées thématiques sur l'obésité. Je remercie donc, spécialement donc, mon interface, le docteur Latrache, qui est un membre actif dans la Société algérienne de rythmologie. Donc, je vous remercie donc, pour votre gentillesse et pour votre invitation. Donc, sans plus tarder, donc, on est un petit peu en retard. Je vais prendre donc le relais pour vous essayer de répondre un petit peu à la question du docteur Latrache concernant la prise en charge de l'AFA de sa patiente. Donc pour cela, donc, on va parler un petit peu donc, des troubles du rythme chez les obèses. Alors comme vous le savez, donc, ça a été dit et redit, donc, un patient sur 3 aux États-Unis donc, présenterait donc, une obésité. Concernant les chiffres en Algérie, effectivement, donc, on n'a pas, il y a l'étude stepwise, donc, mais j'ai retrouvé donc, une petite étude donc, qui a été réalisée dans la région de Tébessa, en milieu scolaire, où c'était en 2006, et qui a été publiée donc, dans l'Eastern Mediterranean Health Journal. Et là, l'obésité donc, en milieu scolaire, la prévalence était de 6,4%. Donc, c'est des chiffres, c'était en 2010. Les choses, bien sûr, ont dû certainement évoluer entre-temps. Comme vous le savez, donc, l'obésité augmente le risque cardiovasculaire de façon significative. Alors, donc, bien entendu, donc, augmente donc, le risque d'AVC, le risque d'insuffisance cardiaque, le risque de cardiopathie ischémique, d'infarctus du myocarde et d'hypertension artérielle. Tout ça, c'est connu. On va juste un petit mot sur la physiopathogénie donc, concernant les troubles du rythme et l'obésité. Comme vous le savez, donc, chez les obèses, bien sûr, donc, les obèses en général, donc, ils font de l'hypertension, ils font du diabète. Donc, tout cela donc, sont des facteurs donc, qui vont favoriser l'émergence des troubles du rythme, notamment donc, à l'étage atrial et en conséquence la fibrillation atriale. Mais aussi, il y a d'autres mécanismes qui sont, bien sûr, donc, il y a l'effet donc, mécanique, donc l'augmentation du débit cardiaque, aussi donc, de l'hypertrophie donc, du VG. Donc, tout ça va augmenter donc, le stress pariétal et aussi favoriser un petit peu donc, la survenue d'un remodelage au niveau de l'oreillette, mais aussi au niveau du ventricule. Il y a aussi bien sûr les adipocytes, le problème des adipocytes, comme vous le savez, donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau donc, du tissu adipeux sous-cutané, donc ça, et avec bien sûr la prolifération du tissu adipeux donc, viscéral. Ceci donc va produire des éléments pro-inflammatoires qui vont favoriser l'ectopie. Et cette ectopie va se faire concernant sur le plan cardiaque au niveau du cœur. Donc on peut avoir de la graisse autour du cœur. Et tout ça donc, va constituer ce qu'on appelle un sécrétum. Donc il va y avoir sécrétion en fait, d'hormones et qui vont favoriser la genèse donc, de fibrose au niveau donc, de l'oreillette. Et quand vous avez au niveau de l'oreillette gauche donc, de la fibrose, ça c'est le substrat arythmogène. Comme vous le savez, donc, toute arythmie, il y a 3 conditions pour que ça émerge. C'est le substrat, notamment ici la modification donc, structurelle, que ce soit électrique ou au niveau donc, des cardiomyocytes au niveau atrial ou ventriculaire. Et vous avez donc ce qui maintient l'arythmie, c'est bien sûr le système nerveux autonome. Et enfin, le déclencheur qui sont les triggers. Et donc, au niveau à l'étage atrial, donc, c'est tous ces facteurs donc, qui vont favoriser un petit peu l'émergence des troubles du rythme supraventriculaire. Et le trouble du rythme supraventriculaire le plus fréquent, c'est la fibrillation atriale. À l'étage ventriculaire, la même chose. Donc, il peut y avoir donc, la formation donc, de fibrose et qui vont faire aussi, donc, qui vont provoquer un remodelage aussi sur le plan électrique, donc avec des modifications au niveau des potentiels d'action. Et tout cela donc, va faire émerger des troubles du rythme à l'étage ventriculaire. Alors, pour faire avancer, ça ne marche pas? Ah, voilà. Alors, l'obésité et la fibrillation atriale. L'obésité fait augmenter le risque de FA de 4%. Et ça, indépendamment. Donc, c'est un facteur de risque qui est indépendant des autres facteurs de risque. Les autres facteurs de risque qui font émerger la fibrillation atriale donc, sont très connus, notamment donc, les apnées du sommeil, l'hypertension artérielle, bien entendu, tout cela. Donc, l'obésité est un facteur indépendant.
Et ce qu'il faut savoir aussi, donc, l'obésité aussi peut provoquer bien sûr la mort subite. Mais heureusement, c'est exceptionnel. Donc, on voit que voici un petit peu donc, tous les ingrédients, disons, qui vont faire émerger les troubles du rythme à l'étage ventriculaire. C'est bien sûr la constitution de fibrose, c'est des désordres donc, au niveau donc, des canaux ioniques, c'est éventuellement donc, un remodelage au niveau, donc, au niveau électrique, et bien entendu donc une détérioration du système nerveux autonome. Donc tout cela va provoquer des post-dépolarisations, soit précoces, soit retardées, donc qui vont faire émerger des troubles du rythme. Voici un petit peu donc une étude donc, qui montre que par rapport à une population générale donc, de non-obèses, chez les obèses, donc le risque de mort subite est multiplié 2,6 chez les hommes et 5,6 chez les femmes. Et là aussi, donc, concernant les troubles du rythme les plus fréquents, qui sont les extraventriculaires, qui sont les extraventriculaires, on voit parfaitement que chez les obèses, il y a plus de troubles du rythme. Alors, concernant, comme vous le savez, à l'étage ventriculaire, les arythmies, donc, c'est lorsque on a une dispersion, donc, surtout du QT, de l'intervalle QT, ça favorise l'émergence de troubles du rythme à l'étage ventriculaire. Et c'est ça ce qui peut provoquer donc, des arythmies qui peuvent entraîner, entre autres, la mort subite. Et là, on voit parfaitement donc, sur ce diagramme que chez les obèses, la variation, donc le QT, est plus long que chez les personnes non obèses. Alors, je vais revenir bien sûr rapidement à notre cas clinique. Donc, comme vous le savez, dans la prise en charge de l'AFA, ça a été extrêmement bien systématisé dans les dernières recommandations de l'ESC de 2020 et aussi donc de celles de l'HARS, les recommandations nord-américaines. Concernant l'AFA, c'est bien sûr, il faut confirmer. Donc le docteur Latoche l'a confirmé. On confirme par un électrocardiogramme. Il faut que nous ayons une AFA qui dépasse 30 secondes. Ensuite, on caractérise l'AFA. Comment caractériser l'AFA? C'est bien sûr l'AFA, la fibrillation atriale. Le premier danger, c'est l'AVC. Donc il faut évaluer le risque thromboembolique. Ensuite, on va évaluer les symptômes. Cette patiente, est-ce qu'elle était symptomatique ou pas? Ensuite, donc, ici, concernant les symptômes, il y a une classification qui ressemblerait un petit peu donc, à la NYHA, c'est la classification ERA. Et ensuite, la sévérité. Est-ce que cette patiente fait beaucoup de FA, des récidives ou pas? Et enfin, ensuite, donc, l'évaluation donc, structurelle donc, du substrat. Et ça, donc, c'est à travers donc, l'évaluation notamment de l'oreillette gauche. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'ABC pathway. Donc, la première des choses, c'est anticoaguler le patient si le patient est à risque élevé thromboembolique. Deuxièmement, c'est améliorer les symptômes du patient. Améliorer les symptômes, c'est soit contrôler la fréquence cardiaque, soit restaurer le rythme sinusal et maintenir le rythme sinusal pour ne pas qu'il y ait de récidive. Et enfin, la dernière partie, c'est le traitement des comorbidités. Ça, c'est obligatoire. Donc, plusieurs essais et méta-analyses ont montré que lorsqu'on respecte cette méthodologie donc, et ce ABC, ce cheminement ABC, là, on diminue de façon significative la mortalité. Là, concernant donc les AVC, nous avons plusieurs outils qui nous permettent justement d'évaluer le risque thromboembolique. Il y a les scores, le score Atria qu'on n'utilise presque pas, le CHA2-VASc et le CHA2-VASc 2. Alors, ce que nous utilisons actuellement, c'est bien sûr le CHA2-VASc 2. Pourquoi? Parce que le CHA2-VASc 2 permet justement une grande sensibilité pour pour déterminer les patients à bas risque thromboembolique. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Alors, chez notre patiente, bien sûr, on va utiliser le CHA2-VASc 2. Je ne vais pas m'attarder dessus, comme vous le savez. Donc, c'est des points. Et lorsque vous avez une évaluation du CHA2-VASc, on évalue aussi le Hasbled. Le Hasbled, c'est le risque de saignement. Si jamais on devrait introduire une anticoagulation. Alors, chez notre patiente, donc le CHA2-VASc, il a 1. Pourquoi? Parce que cette dame n'a pas d'insuffisance cardiaque, n'est pas hypertendue, donc elle est simplement de sexe féminin. Donc, elle a un CHA2-VASc à 1. Alors, que disent les recommandations dans ce cas? Dans les recommandations, donc un CHA2-VASc 1 chez la femme, c'est on ne anticoagule pas. Donc, chez cette dame, on répond au docteur de tâche, donc pas d'anticoagulant. Elle a eu raison de ne pas anticoaguler la patiente.
Maintenant, concernant les anticoagulants, y a-t-il une spécificité chez les personnes obèses? Alors, effectivement, donc, plusieurs essais ont montré qu'il était plus difficile, au fait, d'arriver à anticoaguler correctement un patient. Donc, c'est d'arriver à une fenêtre thérapeutique entre 2 et 3. Maintenant, il y a les nouveaux anticoagulants. Alors, les nouveaux anticoagulants donc, permettent une meilleure protection. Pourquoi? Parce que, donc, comme vous le savez, lorsqu'on donne un AVK, il faut avoir un INR entre 2 et 3. Et là, donc, pour avoir donc, ce taux, généralement, c'est un patient sur 2 qui est bien anticoagulé. Donc, les nouveaux anticoagulants permettent une meilleure couverture. Concernant les poids extrêmes, on n'en sait rien. Mais lorsqu'on a un BMI qui est inférieur à 40, donc je rassure, donc les anticoagulants sont efficaces. Maintenant, on va passer à B. Donc A, on a dit l'anticoagulation. B, c'est le contrôle des symptômes, better control. Et là, donc, il y a eu est-ce que, si jamais la patiente repasse en FA, est-ce qu'on la laisse en FA ou bien on rétablit le rythme sinusal? Ou bien doit-on s'acharner toujours à rétablir le rythme sinusal? Et là, il y a eu tout récemment donc, une étude qui a été publiée dans New England en 2020 et qui est l'étude EFNET qui montre que la restauration rapide et le maintien du rythme sinusal fait baisser la mortalité. Donc chez notre patiente, il faut coûte que coûte donc, la garder en rythme sinusal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Alors, on a les antiarythmiques, effectivement, il y a la flécaïne, la bêta-bloquante, mais cette patiente doit faire du sport. Donc la flécaïne, les antiarythmiques de classe 1C seraient à éviter. Maintenant, il y a l'amiodarone. L'amiodarone ne marche pas très très bien chez les obèses. La clairance, elle est généralement relativement abaissée. Plus les effets secondaires de l'amiodarone, comme vous le savez. Alors, depuis quelque temps, comme vous le savez, il y a les techniques ablatives. On peut aller ablater une FA. Et donc, dans les recommandations, il est dit qu'il faut d'abord traiter par un antiarythmique. Si ça ne marche pas, on passe à l'ablation. Mais ces dernières années, il y a eu de très nombreuses études qui ont montré que si on procède à une ablation d'emblée d'une fibrillation atriale, on fait mieux que les antiarythmiques. Maintenant, quelles sont les possibilités? Donc, il y a deux types. Le principe, c'est d'aller isoler les veines pulmonaires donc au niveau de l'oreillette gauche, soit par cryothérapie, soit par radiofréquence. Mais concernant justement la particularité chez les obèses, c'est que bien sûr, les doses donc, de fluoroscopie sont élevées. Il n'y a pas réellement de différence en termes de complications péropératoires. Par contre, chez les patients extrêmement obèses, les complications post-opératoires sont beaucoup plus élevées. Et bien sûr, aussi, les récidives donc, aussi sont élevées chez les patients qui sont obèses. Alors, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la prise en charge des comorbidités. Et c'est là, vraiment, qu'il faut intervenir de façon énergique. Pourquoi? Parce que lorsque le patient donc, perd du poids, il va y avoir un remodelage inverse. Donc, on peut éventuellement, donc, on va diminuer le risque de récidive, de fibrillation. Et on va même, lorsqu'on fait un traitement donc, antiarythmique ou bien par technique ablative, le maintien du rythme sinusal dure plus longtemps. Et là, donc, il y a eu des études, notamment l'étude Legacy, donc, qui est une étude récente, qui a montré que lorsqu'on fait perdre du poids supérieur à 10% chez le patient donc, récidive moins et fait moins de fibrillation atriale que les patients donc, chez qui on fait baisser le poids, mais inférieur à 10%. Alors, c'est pour ça que dans les recommandations, donc les dernières recommandations européennes, la perte de poids est extrêmement importante dans la prise en charge de la fibrillation atriale. Donc, le volet de prise en charge d'une fibrillation atriale, c'est quoi? C'est la prévention thromboembolique en utilisant le Scorsese-Vasc. Le traitement, donc, pour maintenir un rythme sinusal, c'est le nouveau paradigme. Et enfin, traiter les comorbidités. Chez cette patiente, elle a comme comorbidité surtout la surcharge pondérale, l'obésité. Et je vous remercie pour votre attention.